qui sont là pour faire les majordomes de cette orchestre. Pardonnez-moi de l'impartialité. On a un sous-préfet de Besançon qui est le référent départemental. Quelle objectivité! Et vous avez entre tout ça un magma indéfinissable, des députés qui ne tiennent pas leur rang, honnêtement, en Franche-Comté, parce que je serais même à demander à la plupart des gens de la salle s'ils connaissent le nom de leur député du Doubs. Des gens qu'on ne voit jamais, des gens qui n'ont pas d'avis souvenir. Alors, monsieur le secrétaire général, c'est grave. Parce que vous êtes en charge quand même de la France. Et vous voyez, moi je l'écoute là-dessus avant d'évoquer la transition écologique. Je suis navré qu'on nous impose tous les thèmes. Mais le président Macron, qui est à Souillac en ce moment, laisse la liberté aux élus de s'exprimer dans le sens qu'ils veulent, d'aborder les sujets. Vous avez le droit de c'est tout de suite nous Je l'ai dit dans mon un calvaire. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une chance pour la France. Alors, je vais faire la proposition. Donc, ce qui vous manque, vous voyez, c'est une seule mais une belle grande chose de grâce. Mesdames, messieurs de la reine, aimez les Français et vous aimerez la France. Pourquoi on a du mal d'aborder ce thème avec sérieux et avec confiance? Ces affaires de taxes qui ont quelque part suscité le début du mouvement Gilets jaunes du 17 novembre, c'est lorsque, et je suis certain que monsieur le maire de Besançon, les élus, j'en vois ici et là du département, mais lorsqu'on découvre que sur ces taxes, sur ces augmentations de taxes programmées au départ en janvier, plus de 90% vont à tout sauf à la transition écologique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment à se dire, est-ce qu'on ne nous prend pas parce que nous ne sommes pas, on nous a caché une vérité, on a instauré des taxes et on a augmenté les taxes sur les taxes uniquement pour boucher tous les trous de toutes les caisses de la France. Voilà la vérité. Et on nous l'a caché. Ensuite, toujours transition écologique, et le député n'était pas loin tout à l'heure, cette polémique sur le la non-subvention sur le changement des fenêtres. Ça a quand même été décidé à un moment donné. C'est bien là aussi une preuve que vous ne savez pas ce qui se passe dans les chaudières françaises. Hein. Parce que si, et monsieur le maire de Roche, ancien artisan du bâtiment, on savait fort bien que c'était une mesure qui avait été acceptée, les bras ouverts par tous les Français qui ont pu enfin rénover leurs vieilles fenêtres. Et ça, vous savez, moi je suis aussi de l'ingénierie du bâtiment. On m'a toujours dit, le b.a.-ba, mesdames, messieurs, dans une maison, il faut déjà soigner les parois froides avant de parler d'autre chose. Et lorsqu'on apprend que cette subvention sur le changement des fenêtres a été supprimée, il y a eu une bronche à l'Assemblée, vous n'avez pas voulu écouter les députés. Et maintenant, par obligation, sous pression de ce grand mouvement jaune, vous avez accepté de reculer. Mais maintenant, j'ai peur qu'il faille reculer sur tout. Et je vous souhaite bon courage. Mais je crois que le monsieur a raison sur un point. Je serai beaucoup plus bref que lui, naturellement. Je crois qu'en termes de transition écologique, il faut bien comprendre que l'une des inégalités qui pèsent sur tout le monde, c'est quand même le logement. Hein, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour massifier la rénovation énergétique. On a vu ça avant avec d'autres ministres de l'Environnement. Il faut que De Rugy agisse très très vite maintenant pour qu'on ait des vraies propositions et que les gens sachent comment faire pour pouvoir rénover leur logement et remettre sur le marché des logements dignes, parce qu'il y en a marre de cette pauvreté qui s'affiche partout, alors que nous sommes nombreux et nombreuses à être prêts à investir et à travailler sur ce sujet-là. Donc c'est pas une question, c'est pas une proposition, et c'est pas très compliqué en soi. Merci, c'est entendu. Qui veut prendre la parole ?
Non, vous avez déjà pris la parole, j'essaye de donner la parole à tout le monde. Madame, allez-y. Oui, mais est-ce que c'est à nous, les locataires, qui avons des toutes petites retraites, voire le minimum vieillesse, est-ce que c'est à nous à isoler nos appartements? Croyez-vous qu'on peut isoler nos appartements? Croyez-vous qu'on peut changer notre voiture pour en prendre une électrique? Croyez-vous qu'on peut changer nos chaudières? Est-ce que c'est à nous à le faire avec notre minimum? Pourquoi c'est pas les propriétaires? C'est ça. Voilà, pourquoi c'est pas les propriétaires qui isolent les appartements? Ce sont les Pourquoi c'est nous? propriétaires, effectivement. Voilà. Merci. Monsieur, qui est juste là. Monsieur, Bonsoir à tous. Je crois que le déroulé de la on vous soirée, écoute. le déroulement de la soirée est un peu volé en éclats. Moi, j'avais juste deux propositions. Il y a une incompréhension des gens vis-à-vis de nos collectivités. Oui. Il y a un millefeuille qui est difficile à comprendre. Donc, pourquoi ne pas ouvrir des maisons de la République, à l'image de ce qu'on fait avec les maisons de l'Europe, pour que chaque citoyen puisse aller s'informer, et puis on puisse lui répondre et dire les choses qui sont mises en place avec des fascicules. Et une deuxième chose, rapidement, avec le passage au quinquennat, on a lié l'élection à l'Assemblée nationale de nos députés, et les Français sont un peu muets pendant 5 ans pour pouvoir changer les choses. Et donc pourquoi ne pas mettre en place une élection de l'Assemblée nationale par tiers ou par moitié, avec une élection de demi-mandat qui permettrait de renouveler la confiance ou non dans le président, et pourquoi pas mettre en place une cohabitation à mi-mandat. Voilà, merci. Merci pour cette proposition. Ces propositions. Monsieur. Bonsoir à tous. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, là-bas, je ne sais pas votre nom. Il a enlevé une partie de mon intervention. Sinon, moi, je voudrais quand même aborder une question principale, c'est qu'on a 4 thèmes ici, mais il n'y en a absolument aucun où l'État français n'ait vraiment tous les droits dessus. On parle de transition écologique, mais comment faire de la transition écologique alors que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toutes les restrictions des mouvements de capitaux et interdit de fait les délocalisations des entreprises à l'étranger, et donc le rapatriement des marchandises ainsi fabriquées jusqu'à la France. Et sachant qu'il y a une information qui circule en ce moment, c'est les tankers qui consomment autant que... Enfin, un porte-tanker consomme autant que 45 millions de voitures. On va pas venir à moi de racheter... C'est le grand débat avec le maire. Mais tout aussi polluant que le pétrole quand on compte l'extraction du lithium. Donc, on ne peut pas parler de transition écologique tant qu'on reste lié par ces traités de l'Union européenne. On parle de fiscalité et dépenses publiques. Je sais que c'est l'article, je l'ai noté pour me rappeler, l'article 106 par exemple régit complètement le fonctionnement des services publics. Donc qu'est-ce que... Enfin oui, c'est plutôt pour le dernier point. Mais la démocratie et la citoyenneté, on voit très bien qu'on n'a aucun pouvoir. Le dernier référendum où on nous a demandé, c'était pour la Constitution européenne justement, et on a voté non à ce référendum. Ils l'ont passé par la procédure parlementaire. Je veux dire, on parle de démocratie et citoyenneté, c'est n'importe quoi. Fiscalité et dépenses publiques, ouais, on a les mains complètement liées par l'Union européenne. Les services publics sont soumis à la concurrence des marchés étrangers. On peut pas lutter contre ça. Sarkozy a ouvert le marché du gaz, par exemple, parce que c'était imposé par l'Union européenne. Donc, moi, je voudrais bien qu'on m'explique, si j'ai une question à poser, c'est comment on peut agir sur n'importe lequel de ces thèmes alors qu'on est lié par... J'ai plein d'autres articles, hein, si vous voulez, je peux vous les citer, mais tous ces thèmes sont verrouillés complètement par l'Union européenne. Donc, comment agir là-dessus sans sortir de l'Union européenne par l'article 50, comme le propose, comme certains le savent, François Asselineau, qui était candidat à la dernière élection présidentielle. Et je pense que c'est essentiel. Alors oui, je sais que c'est... Mais c'est un ancien énarque, c'est quelqu'un qui fait partie du système, alors c'est ce qu'on lui reproche, c'est vrai, mais j'invite tous les gens ici présents, plutôt que de parler et puis de se diviser comme le veut le gouvernement, informez-vous sur vraiment quels sont les articles de la Constitution européenne qui nous bouffent la vie, littéralement. Je parlais... Alors, on va peut-être passer la parole, parce que je vois plein de gens se lever à côté de vous. Je vais vous donner la parole. Je rends la parole parce que la démocratie c'est important, et c'est pas aujourd'hui, comme l'a dit le monsieur, c'est pas le débat qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment de la démocratie, on n'a pas assez de place, tout ça, si, mais c'est quand même intéressant de pouvoir parler calmement. C'est bien l'objectif. Monsieur, madame. Je veux quand même juste...
y a des contraintes européennes, il y a aussi des marges de manœuvre en France. Et il ne faut pas oublier que les contraintes européennes, elles sont votées par tous les gouvernements, et en particulier les gouvernements successifs qu'on a eu en France. Et donc les directives de libéralisation, tout cela a été voté par les gouvernements. Donc il y a des possibilités, quand on a un gouvernement qui défend vraiment les services publics, qui défend vraiment des politiques antilibérales, il y a des moyens de faire évoluer l'Europe. Moi, je voulais intervenir sur le pouvoir d'achat. C'est vraiment la question clé. L'augmentation du SMIC, comme le Parti communiste auquel j'appartiens le demande, c'est-à-dire 200 € net, 260 € brut, ça représente 12 milliards, auquel il faut ajouter l'augmentation des salaires pour ne pas smicardiser toute la société. Cela fait 40 milliards, auquel il faut ajouter la revalorisation des minima sociaux, des retraites, pour les indexer non pas à l'inflation, et en plus elles n'y sont même plus, mais au salaire moyen. Tout cela, ça fait environ 60 milliards. Voilà, donc où est-ce qu'il faut les trouver? Alors, premier point, et là, moi qui soutiens les revendications des Gilets jaunes, j'aimerais qu'ils se tournent aussi vers le MEDEF. Je trouve qu'on laisse le MEDEF bien tranquille, avec ces 160 milliards de dividendes qui ont été versés cette année, auxquels il faut ajouter les intérêts versés aux banques qui sont de 67 milliards, et cela fait plus que les cotisations sociales en 2017. Donc, d'abord, revendiquons dans les entreprises des augmentations de salaire qui effectivement, seront financées par une diminution des profits. Je n'ignore pas que les PME, certaines toutes petites entreprises, ont des difficultés. Et donc, il faut absolument les aider, et on peut les aider de diverses manières, par une fiscalité qui soit adaptée, parce qu'il est anormal qu'on ait les mêmes taux d'imposition des grandes entreprises et des petites. Or, on sait qu'avec l'évasion fiscale, avec l'optimisation, le CAC 40 paye environ 4 à 5% d'impôts sur ses bénéfices, tandis que les petites entreprises, elles sont à 30% à peu près. Donc, une fiscalité différenciée, des aides ponctuelles pour les petites entreprises, mais une augmentation massive des salaires. Et du côté de l'État, il y a une question qui n'est quand même pas posée dans le questionnaire, qui est biaisée, parce que le questionnaire veut nous conduire... je l'ai regardé, il y a un questionnaire, et il y a même des fiches établi par Bercy qui nous aide à comprendre l'économie. Sauf qu'il y a des oublis, il y a des grands oublis dans ces fiches. Le premier oubli, c'est l'impôt, l'ISF. Voilà. L'ISF, alors, n'ayons pas d'illusion. L'ISF, le rétablissement de l'ISF, ça fait 4 milliards. Et on a vu que c'était 60 milliards qu'il fallait. Votre proposition, c'est donc rétablir l'ISF. Deuxième proposition, oui. Supprimer le CICE, crédit d'impôt. 40 milliards en 2019, c'est un vrai scandale. Il y a des entreprises comme Nokia qui ont reçu près de 70 millions d'euros cette année et qui ont supprimé 600 emplois. C'est-à-dire qu'ils ont reçu 100 000 euros par emploi supprimé. Donc le CICE a supprimé, là il y a des mal. Et enfin, taxons à la source les multinationales. Le prélèvement à la source, il n'y a pas de raison que ça soit pour les particuliers et qu'on oublie les multinationales qui font l'optimisation fiscale. Merci madame.